L'archipel de Chiloé, dans le sud du Chili, est un lieu étonnant. Les traditions, la cuisine et l'art y sont différents de ceux du reste du pays. Ces îles doivent leur nom à un oiseau de mer qui se nourrit sur les plages, notamment à marée montante. Leurs habitants ne se considèrent pas comme chiliens, mais comme chilotes. Le Chili s'étend sur 4300 km le long de la côte ouest du continent sud-américain. L'archipel appelé Chiloé, qui est également le nom de l'île principale, se trouve dans la partie sud du pays. L'île de Chiloé n'est accessible que par ferry. Bien que ce soit la deuxième plus grande île d'Amérique du Sud, elle est isolée du reste du pays depuis l'arrivée des Espagnols. Les Chilotes se considèrent depuis toujours comme différents des autres Chiliens. Il faut dire que l'archipel est resté quasiment coupé du monde jusqu'à la mise en service du ferry il y a une cinquantaine d'années. Les premiers occupants, et par la suite les Européens, ont développé leur propre mode de vie. Chiloé n'est pas un endroit comme les autres. Parmi ses habitants, nul ne connaît mieux l'histoire, le peuplement et la géographie de l'archipel que Renato Cardenas. Chiloé est né de la dernière période glaciaire, appelée glaciation Wisconsin en Amérique. C'est de là que lui vient sa géographie très accidentée. Dans chaque île, il y a des fjords, des vallées encaissées et ces collines escarpées si caractéristiques. L'archipel s'est peuplé il y a plus de 12 000 ans. À mesure que la glace fondait, laissant apparaître ce relief déchiqueté, l'homme s'est installé. D'après ce que l'on sait en tout cas, car le peuplement a peut-être commencé avant. Plus tard, avec la conquête, une autre population est arrivée et s'est mélangée aux premiers habitants. Les Indiens formaient essentiellement deux groupes, les Mapuches, un peuple de la terre, et les Chonos, un peuple de la mer qui se déplaçait en pirogue. Voilà à grands traits l'histoire de l'archipel. D'une certaine façon, ces deux groupes sont très représentatifs de ce qu'est Chiloé. Un monde à la fois terrestre et marin, un monde amphibie. L'archipel est constitué de Chiloé et de 40 autres îles. Elles sont toutes habitées et les Chilotes font sans cesse la navette en bateau. Ils vont vendre leurs produits sur les plus grandes îles, achètent ce dont ils ont besoin et s'en retournent chez eux. Le trafic maritime est incessant. Castro est la principale ville de Chiloé. Elle a été construite à flanc de coteau, au bord d'une baie souvent malmenée par les éléments. Ces maisons s'appellent palafitos. Leur structure répond à la nécessité d'affronter deux phénomènes fréquents dans l'archipel, les raz-de-marée et les fortes marées. Même très haute, la mer n'inonde pas les habitations et un petit raz-de-marée ne causera aucun dégât. Par ailleurs, les constructions en bois résistent mieux au séisme. À l'origine, les palafitos étaient de simples maisons de pêcheurs qui offraient un accès facile à l'océan. Ils sont désormais une des grandes attractions touristiques de l'île de Chiloé. Des gens de l'extérieur ont compris qu'ils pouvaient gagner de l'argent en les transformant en boutiques chics, ou en hospedajes, comme on dit ici, en gîtes. Et cette situation se prolongera aussi longtemps que l'argent du tourisme continuera d'affluer. Voici le grand marché de Castro. Tout ici est typique de la région. Et on en apprend davantage sur la ville que n'importe où ailleurs.
C'est une unité de mesure arabe introduite à Chiloé par les Espagnols. Ah, c'est donc cette vieille mesure arabe, la robe. Elle sert à peser. Je n'avais encore jamais vu ça. Dans ce marché, on n'achète pas une livre de produits, mais une arobe, c'est-à-dire une boîte pleine. Ça vient des Arabes, via l'Espagne. Ce qu'il y a d'extraordinaire à Chiloé, c'est l'incroyable variété de pommes de terre. On les vend par filet. Dans celui-ci, il y a 6 variétés différentes. Avec de la chance, on peut aussi trouver du jus de pomme tout frais, juste un peu fermenté. On appelle ça de la chicha. C'est légèrement alcoolisé, mais on est dimanche matin, alors pourquoi pas? Ce n'est pas ce que vous croyez, c'est très très bon. Il m'en faut. Regardez la taille de cette laitue. Les chilotes prétendent que si leurs pommes de terre sont très colorées, c'est parce qu'elles contiennent plus de nutriments et d'antioxydants. Ça doit être vrai. Toutes ces herbes ont été cueillies, séchées à la maison, puis apportées au marché. On achète quelques feuilles seulement ou tout le bouquet. Renato dit que les herbes, c'est très bon pour la santé. Ces femmes préparent le chuño, la fécule de pommes de terre. On fait des boulettes avec cette fécule, avec le chuño. Il y a toujours des fleurs sur les marchés. Je ne devrais pas dire toujours. L'été, c'est plein de fleurs. On le plonge dans l'eau avant de le cuisiner. C'est du varech. D'abord, on le fait sécher, puis on l'enroule comme ça, en botte. Traditionnellement, on en met dans le curanto, ou alors on le coupe et on le fait cuire tel quel. On peut même en mettre dans la salade. Le curanto est le plat typique de Chiloé, celui qui distingue l'archipel du reste de la planète. Il est à base de poisson. On est au marché aux poissons. L'océan est tout près, ça paraît donc normal qu'il soit bien fourni. Il y a des congres et beaucoup de maquereaux. Ça doit être la saison. Ce petit poisson qu'on appelle robalo est surtout utilisé dans les plats en sauce. On a des abadèches noires et des congres. Voici donc le congre, l'anguille de mer. La sierra. Ce qu'on appelle le maquereau. C'est triste ce qui s'est passé. C'était une variété très commune avant, mais avec l'introduction de l'élevage de saumon et des maladies qui vont avec, les maquereaux ont été décimés. On recommence à en trouver, mais il y en a toujours beaucoup moins qu'avant. C'est l'effondrement de l'industrie du saumon qui a permis la reconstitution des stocks. J'ai souvent été dans des marchés aux poissons, mais je n'ai jamais vu une telle profusion de crustacés et de coquillages. Tiens, il n'y a pas d'huîtres. La raison de cette surabondance est double. D'une part, les eaux autour de Chiloé sont extrêmement riches. D'autre part, les fruits de mer constituent l'alimentation de base des Chilotes depuis des milliers d'années. Et ils les adorent. C'est probablement leur principale source de protéines. Chiloé se caractérise par son architecture et sa nourriture, et aussi par sa musique. Chiloé est la région du Chili où les peuples indigènes et espagnols se sont le plus mélangés. Et aujourd'hui encore, la culture indigène reste prédominante dans la cuisine, la musique et les traditions en général. Son influence était tellement forte qu'à une époque, les Espagnols parlaient le mapuche. Et c'est d'ailleurs la culture indigène qui sert de fondement à toute la musique chilote. Et j'imagine même au mode de vie chilote. Oui, absolument. Bien sûr. Et en plus, comme c'est une île, son identité culturelle est unique. Il y a autre chose aussi. Notre histoire est très différente de celle du reste du pays. Chiloé n'est devenu chilien que 8 ans après l'indépendance. Dans l'intervalle, l'archipel est resté dans le giron de la couronne. En Amérique latine, il a été le dernier à se soumettre aux indépendantistes avec la province de Callao au Pérou, qui est tombée quelques jours avant. Chiloé est resté fidèle aux Espagnols, moins par loyauté que parce qu'il ne voulait dépendre de personne. C'était une sorte de petit pays. Et on l'est toujours, sauf qu'on est administré par le Chili.
On quitte Chiloé pour l'île de Quincao. Le canal fait près d'1 kilomètre de large et on n'est pas les premiers à le franchir. Renato me disait que les pré-colombiens faisaient déjà sans cesse la navette en bateau. Depuis ici, on est à côté du village d'Achao. On peut apercevoir 40 îles. En fait, ça varie avec la marée. Quand elle est basse, on en voit 40. Quand elle est haute, ça peut aller jusqu'au double. Plusieurs îles se fragmentent en faisant apparaître de nouvelles. L'église d'Achao a été construite en 1640. Et d'après les habitants du village, elle est la plus ancienne du Chili. J'en ai vu des églises en Amérique latine. Elles sont toutes en pierre et en béton. Or, celle-ci est entièrement en bois. Les piliers sont toujours en bois et ils reposent sur des socles faits de la même matière. À l'origine, ils étaient posés sur une pierre de façon à pouvoir supporter le poids considérable de l'église. Il subsiste quelques-uns de ces blocs et ils soutiennent toujours la structure. Les Indiens s'étaient convertis et travaillaient avec les jésuites. Oui, c'est ainsi que les charpentiers ont bâti cette église. C'est grâce au savoir-faire accumulé dans les années qui ont suivi l'arrivée des jésuites et de quelques autres Espagnols. En très peu de temps, ils ont acquis la technique suffisante pour assembler toute la structure sans utiliser un seul clou. Cette maquette de l'église d'Achao permet d'admirer la complexité du travail exécuté par les artisans indiens. Le premier bâtiment a été construit en 1640 et les jésuites sont arrivés en 1608. En 32 ans, les Indiens ont appris la charpenterie. Ce n'est pas le parquet d'origine. Celui-ci a plus de 80 ans et il a également été posé sans clous. Il est très robuste, mais il grince. Et si quelqu'un pensait pouvoir filer en douce au beau milieu de la messe, c'est raté. Le prêtre entendrait le moindre grincement. Chiloé est une île au climat humide. Et sa forêt est unique au monde. Les Chilotes ont besoin de bois pour 3 choses. Pour construire leur maison, et leur bateau, et pour faire du feu. Par ailleurs, la végétation est extrêmement variée. Les gens trouvent ici toutes sortes de plantes dont ils font différents usages. Depuis la préhistoire, cette forêt joue un rôle essentiel dans la vie des habitants de Chiloé. Tous les arbres ont des noms mapuches. Comme le coyoué. Exactement. Les noms d'arbres ici sont indiens. Et le plus emblématique est le coyoué de la famille des chênes. Il monte très haut. On le voit toujours qui se détache sur l'horizon. D'après les Chilotes, son bois remplace l'acier dans les maisons. Il est d'une qualité exceptionnelle. On traverse l'île en direction du Pacifique. C'est un autre monde. La côte pacifique n'a jamais vraiment été habitée. Elle est battue par les vents. Les collines sont très escarpées. La pluie est torrentielle et poussée vers l'intérieur par les rafales. C'est totalement inhospitalier comme endroit. Les Chilotes disent que sur la côte est, qui n'est qu'à une 50aine de kilomètres, on se croirait en Méditerranée. Le sol y est fertile, le climat plus clément. Tous les habitants se sont donc installés sur la façade est au centre de l'île. Une vieille légende indienne raconte que le monde a été créé par 2 serpents gigantesques. Tenten, le serpent protecteur de la terre et de tout ce qu'elle contient, et Kai Kai, le serpent marin qui vit dans les profondeurs de l'océan et le protège. Un jour, ils se sont dressés l'un contre l'autre. Ils se sont battus et ont tout détruit, parce qu'ils étaient prodigieusement grands. C'est ce combat qui a donné naissance à l'archipel.
D'après les géologues, c'est la glaciation Wisconsin. On va rendre visite à Maricela Andrea, à Aniue, c'est ça? Oui. On se dirige vers une île appelée Aniue. Ani veut dire oiseau et Ue, lieu, le pays de l'oiseau. Ses habitants maintiennent le même mode de vie traditionnel depuis très longtemps. J'aurais bien aimé voir les vieilles embarcations des Chonos. Ils les fabriquaient avec seulement 3 planches de bois, découpées selon une méthode très particulière. Les Indiens naviguaient d'une île à l'autre aussi facilement qu'on le fait aujourd'hui en bateau motorisé. La mer est rarement aussi calme qu'aujourd'hui. Elle peut être complètement démontée. Et ici, en général, le mauvais temps dure 7 mois par an. On doit être béni par un dieu Mapuche pour avoir droit à un ciel aussi dégagé. Au loin, on aperçoit la cordillère et ses volcans. Elle se prolonge sur 600 km vers le sud et 6500 km vers le nord. Ce qu'on voit ici, c'est le sud des Andes. Pour atteindre l'île où l'on mange le meilleur curanto de l'archipel, il faut traverser 2 baies et quelques canaux. Certains considèrent cet endroit comme le meilleur restaurant du sud du Chili. Ces coquillages viennent d'être ramassés. Ça, ce sont des cholas. Et ces palourdes s'appellent des tacas. Voici le feu de bois. On y met des pierres à chauffer. Quand elles sont assez chaudes, on enlève les cendres et les braises et on pose la nourriture directement dessus. Cette technique existait déjà à l'arrivée des Espagnols. Elle était sûrement vieille de plusieurs siècles. Le curanto est un plat très savoureux parce qu'il contient aussi bien des produits du verger que des fruits de mer. On peut y mettre tout ce qui se cuisine, même du pain de pommes de terre. Tout ce qui entre dans la composition du plat, viande, fruits de mer, pommes de terre, tout vient d'ici, rien n'est importé. Le curanto se prépare en partie en cuisine. Ça sent la viande fumée en train de cuire. Peut-être là-dedans. On a des saucisses, différents morceaux de poulet. Ah, et des pommes de terre. Elles poussent ici à la ferme. On les râpe pour faire des boulettes. Et ça, ce sont des pains à base de pommes de terre et de farine. L'étape suivante consiste à retirer les cendres et les braises le plus rapidement possible. Il faut une surface bien propre. Don Carmelo, le propriétaire, est né sur l'archipel, mais il a des ancêtres français. Son grand-père a fui la France et comme tant d'autres émigrés, il s'est retrouvé au Chili, à Chiloé. Il a épousé une indienne de la région et a adopté ce mode de vie traditionnel qui fait des Chilotes des gens totalement à part. Ces branches proviennent d'un petit arbre appelé arayan. On en met tout autour du curanto pour éviter que les aliments ne soient en contact avec la terre. Les tacas, les palourdes. Attention, ne vous brûlez pas. Par-dessus, on met les cholas, les moules géantes. Il faut faire vite pour éviter de gaspiller trop de vapeur. Toute la famille s'y met. Une seule personne n'y suffit pas. On couvre le tout avec des feuilles de rhubarbe géantes. C'est une des plantes les plus exubérantes de la région. En tombant sur les pierres chaudes, l'eau des coquillages se transforme en vapeur.
C'est cette vapeur qui cuit ce plat délicieux. Maintenant, il faut que ça cuise pendant quelques heures. Ce qui me laisse tout le temps nécessaire pour visiter la ferme. Vous avez quel âge, Don Carmelo? Vous me donnez combien? Je dirais 38. Dans cette ferme, on élève des vaches, des cochons, des moutons, des poules et des oies. Mais seulement en petit nombre, juste pour se nourrir et peut-être faire du troc avec les voisins. Pas assez en tout cas pour faire du commerce. Chiloé et les petites îles alentours produisent 300 variétés de pommes de terre, génétiquement uniques. Celles-ci sont à chair jaune. Il est fort possible que la pomme de terre soit née ici. Certains disent qu'elle vient des Andes, d'autres du Mexique. Quoi qu'il en soit, ces variétés sont très anciennes. Et toutes les pommes de terre qu'on mange aujourd'hui en Europe en sont issues. C'est la terre où on les plante. Ils mettent les pommes de terre dans un cellier. Elles peuvent se conserver 1 an. Les Chilotes appellent cet endroit un corral. Nous, on parle de barrage. C'est un piège à poissons, un système très ingénieux. Quand la marée monte, l'eau passe par-dessus la barrière, entraînant les poissons avec elle vers l'amont. Quand elle descend, le niveau est plus bas et les poissons qui cherchent à retourner à la mer se retrouvent piégés. Ensuite, il n'y a plus qu'à aller les capturer dans l'eau peu profonde. Encore un exemple de la dualité des Chilotes, à la fois peuple de la terre et de la mer. Il est temps de retourner à notre curanto, dont je sens d'ici le merveilleux fumet. Le curanto n'est pas seulement un plat, une tradition. Il est symbolique de l'appartenance à une culture. Tous les ingrédients nécessaires à sa préparation rattachent les Chilotes à leur passé plusieurs fois millénaire. Ce plat est le condensé d'une grande culture, d'une grande région. Il en est la quintessence. C'est le moment de vérité. On dirait qu'on est en train d'ouvrir un gros cadeau de Noël. C'est vraiment la fête. Ce qui fait plaisir aussi, en plus de manger le plat, c'est de retirer les feuilles de rhubarbe et de constater que ce n'est ni trop cuit ni pas assez. Dans chaque assiette, on met un morceau de viande fumée, une boulette de pommes de terre, un morceau de pain de pommes de terre, une saucisse et du poulet. Les coquillages sont servis à part, dans un plat commun. C'est impressionnant. Je commence par une palourde. D'après ce que j'ai compris, ils gardent la sauce pour y plonger les palourdes. Mais je ne vois rien de la sorte sur la table. Ils appellent ça le Viagra liquide. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Ces palourdes sont délicieuses. Qu'est-ce que c'est bon! Ce que Chiloé offre à tous ceux qui viennent en visite, c'est sa nature. C'est une des rares régions dans le monde encore préservée. La pollution industrielle existe, mais de nombreux endroits ont été épargnés. L'environnement est fait de nature, mais également d'hommes. Et ici, les gens sont très chaleureux. Ils se lient facilement d'amitié. Ces deux éléments font que la vie dans l'île est agréable. Chiloé, d'une certaine façon, c'est la terre telle qu'on l'a connue il y a plusieurs siècles. L'homme s'y trouve projeté dans un passé lointain, à une époque où le silence existait encore. Chiloé et toutes les petites îles alentours constituent une entité différente du reste du Chili. Les Chiliens en sont convaincus, et les Chilotes aussi.